l'Iran a réussi à frapper sérieusement le porte-avions américain l'USS Abraham Lincoln, un navire nucléaire de plus de 100 000 tonnes, considéré comme l'un des symboles les plus puissants de la domination américaine. Nous sommes peut-être en train d'assister à un moment historique dans l'évolution de la guerre moderne. La télévision d'État iranienne qui affirme que des drones iraniens ont touché le porte-avions Abraham Lincoln. Amiral, c'est possible des drones qui vont toucher un porte-avions ? Alors, les drones peuvent avoir des rayons d'action extrêmement importants. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils peuvent effectivement faire presque 1000, 2000, 3000 km. Cette attaque a été menée dans le cadre de l'opération Vraie Promesse 4, qui est une riposte directe aux frappes américano-israéliennes massives qui ont visé l'Iran quelques jours plus tôt. Ces frappes, connues sous le nom de Epic Fury et de Midnight Hammer, ont provoqué une onde de choc immense dans toute la région du Moyen-Orient. Et voilà maintenant qu'un des symboles de la puissance américaine est sérieusement touché. Est-ce que les États-Unis pourront mener cette guerre à bout? Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Quels dégâts ont réellement été infligés au porte-avions américain? Pour les autorités iraniennes et les analystes proches de l'axe de la résistance, l'attaque n'a pas seulement été symbolique. Elle a provoqué des dégâts significatifs sur le pont d'envol de l'USS Abraham Lincoln, ainsi que la destruction ou alors l'endommagement de plusieurs appareils stationnés sur le navire, sur le pont du navire. Le corps des gardiens de la Révolution n'a volontairement donné aucun chiffre précis officiel afin de conserver un avantage stratégique pour d'éventuelles frappes ultérieures. Mais il y a plusieurs sources proches du système militaire iranien qui parlent d'un scénario relativement clair. Les estimations avancées parlent d'un bilan de 10 à 20 appareils possiblement détruits ou alors gravement endommagés. Parmi eux, les FA-18 Super Hornet, des F-35C ainsi que plusieurs hélicoptères embarqués. Un porte-avions de classe Nimitz, comme le Lincoln là, peut transporter près de 80 aéronefs. Ce qui signifie qu'une perte de 10 à 20 appareils représente déjà un choc opérationnel important, même si ce n'est que 10 appareils. Mais les dégâts ne se concentrent pas seulement sur l'avion. Selon les mêmes analyses, le pont d'envoi lui-même a été touché, avec plusieurs impacts et des incendies liés au carburant et aux débris d'avion. Or, le pont d'envoi est le cœur du système d'un porte-avions. C'est littéralement pour ça que c'est construit même. Si cette surface est endommagée, les opérations aériennes deviennent extrêmement difficiles. Le navire a été contraint d'interrompre ses opérations de vol pendant plusieurs jours, le temps d'éteindre et de sécuriser les incendies, ainsi que le temps de réparer les dégâts les plus urgents. Il y a également eu des blessés et peut-être même des morts parmi l'équipage, mais aucun chiffre n'a été communiqué. Washington ne publie jamais ce type d'informations en temps réel pour éviter l'impact psychologique de ça sur l'opinion publique. Rappelez-vous même les morts. C'est plusieurs jours plus tard qu'ils ont commencé à diffuser leurs images. Le groupe aéronaval américain s'est contenté de quitter la zone de combat et a reculé à plus de 1000 km vers le sud-est de l'océan Indien. C'est la preuve la plus évidente du succès de l'opération. Parce que dans une logique militaire classique, un porte-avions en pleine mission offensive ne recule pas de 1000 km sans raison. On parle de 1000 km. Les porte-avions américains sont conçus pour projeter leur puissance au plus près des zones de conflit. Donc leur présence est censée dissuader les adversaires. Si un tel navire se retire brutalement de la zone où il devait justement opérer, ça signifie soit qu'il a subi des dégâts, soit que la menace est jugée trop élevée pour rester sur place. Les sources iraniennes affirment donc que le Lincoln opère désormais beaucoup plus au sud de la mer d'Arabie, en dehors de la portée optimale des missiles côtiers iraniens les plus nombreux. Les États-Unis, dans la même volée, ont accéléré le déploiement du porte-avions USS Gerald Ford, qui se dirige actuellement vers la région en passant par le canal de Suez pour rejoindre la mer Rouge et renforcer la présence militaire américaine dans la zone. Des rumeurs circulent également sur la préparation d'un troisième porte-avions, le USS H.W. Bush, qui pourrait être envoyé depuis les côtes américaines pour renforcer la flotte au Moyen-Orient. Si ce déploiement se confirme, ça signifie que la région pourrait bientôt voir un troisième groupe aéronaval américain seulement opérer simultanément au Moyen-Orient pour un ennemi qu'ils considèrent comme absolument pas inquiétant pour eux. La frappe contre le Lincoln n'est que la première démonstration d'une stratégie plus large, une stratégie que les responsables iraniens décrivent comme une guerre d'usure. Le principe est d'obliger les États-Unis à mobiliser toujours plus de moyens militaires pour protéger leurs forces, augmenter les coûts de la présence américaine dans la région et rendre les eaux proches de l'Iran tellement dangereuses que les porte-avions ne puissent plus opérer librement. Et c'est précisément pour cette raison que les autorités iraniennes considèrent donc cet épisode comme un tournant historique. Je suis sûr
sûr que ces militaires l'ont mis en garde contre l'Iran en disant faites attention, il y en a un certain nombre qui s'y sont frottés, y compris l'Irak de Saddam Hussein, qui était considéré comme la 4e puissance militaire de la planète, et finalement, ils ont été obligés de lâcher. Donc faites attention, encore une fois, l'Iran est un fait géopolitique. C'est pas une nation du Moyen-Orient qu'on a découpée après le traité de Versailles. Et donc, ces militaires ont dû le mettre en garde, mais qui va mettre en garde Donald Trump ? Si un porte-avions peut être touché et contraint de reculer par des drones et des missiles relativement peu coûteux, ça signifie que le modèle classique de domination navale américaine est en train d'évoluer négativement. Ah oui, bien évidemment, il y aura un 4e porte-avions, mais il ne sera pas américain cette fois-ci, mais français. Le porte-avions appelé Charles de Gaulle est arrivé même en Méditerranée et poursuit son chemin vers le Moyen-Orient. Alors, juste une petite information, excusez-moi, une information BFM TV qui nous parvient. Le Charles de Gaulle, le porte-avions, interrompt son déploiement en mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée orientale. Quand on revient sur l'affaire des frappes du Lincoln, les images diffusées par la télévision d'État iranienne le 5 mars montrent des systèmes de drones et de missiles quittant les rampes de lancement mobiles installées sur les avions ou alors sur des installations souterraines situées le long de la côte iranienne, notamment près de Chabahar et autour du détroit d'Ormuz. Les images montrent clairement des projectiles s'élevant dans la nuit et filant vers la mer. La cible désignée était alors à ce moment-là le groupe aéronaval américain qui accompagnait le porte-avions Abraham Lincoln. Ce groupe approchait depuis le golfe d'Oman à distance estimée entre 250 et 340 km des eaux territoriales iraniennes. À cette distance, les systèmes d'armes côtiers iraniens sont parfaitement capables de frapper. L'attaque a donc reposé sur une stratégie asymétrique particulièrement élaborée. Les forces navales des gardiens de la Révolution ont combiné 2 catégories d'armes conçues précisément pour contrer la supériorité navale américaine. La première catégorie est constituée de drones navals kamikazes, des drones conçus pour frapper une cible et s'écraser en fait. Ces drones sont la version navale de la famille Shahed ou alors Arash, des appareils déjà utilisés dans plusieurs conflits récents. Leur portée atteigne 500 à 700 km. Leur vitesse de croisière tourne autour de 200 à 250 km. Mais leur véritable force ne réside pas dans leur vitesse, ça réside dans le nombre. Parce que ces drones sont conçus pour être lancés en essaim de drones. Des dizaines d'appareils, voire des centaines d'appareils simultanément. Leur signature radar est extrêmement faible grâce à l'utilisation de matériaux composites et à leur capacité de voler très bas au-dessus de la mer. Leur système de guidage combine GPS, navigation inertielle, caméras électro-optiques et intelligence artificielle, ce qui permet d'éviter certains leurres ou alors certains brouillages. Leur objectif n'est pas seulement de frapper. Leur objectif est de saturer les défenses ennemies en fait. Parce que autour d'un porte-avions américain, il se trouve généralement un dispositif de protection extrêmement dense, hyper difficile à passer. Des destroyers équipés du système ARGIS, des radars puissants, des missiles d'interception, des avions de patrouille et j'en passe. Mais lorsqu'un essaim de drones arrive simultanément de plusieurs directions, la défense est débordée. Selon les gardiens de la Révolution, donc, ces drones ont constitué la première vague de l'attaque et certains auraient donc atteint leur cible avant même l'arrivée des missiles. Parce que oui, la seconde phase de l'opération implique les missiles anti-navires beaucoup plus puissants. Les sources iraniennes parlent notamment de 4 missiles balistiques anti-navires, identifiés comme les versions du Khalish-Far, un système développé à partir du missile Fateh 110. Et ce type de missile possède une portée estimée entre 300 et 400 km, ce qui correspond précisément à la distance à laquelle se trouvait le groupe aéronaval américain. En phase terminale, ces missiles atteignent Mach 3 ou plus. Ce qui fait qu'ils plongent verticalement vers leur cible avec des manœuvres brusques destinées à tromper les systèmes d'interception. Leur guidage combine un radar actif, capteur électro-optique et analyse technique permettant de verrouiller la signature d'un grand navire en mouvement comme un porte-avions parce que ce truc-là est gigantesque. Regardez-moi ça. Ce n'est pas fini parce que l'Iran a ajouté en plus de ça un missile côte-mer supplémentaire tiré par la marine régulière iranienne. Ce missile n'a pas été officiellement nommé, mais il est décrit comme un système longue portée volant à très basse altitude au-dessus des vagues, probablement une version améliorée des systèmes NAS-2R ou alors Abu Mahdi. L'idée derrière cette combinaison est très simple et redoutablement efficace. D'abord, c'est saturer la défense avec des drones peu coûteux, puis frapper avec des missiles beaucoup plus destructeurs lorsque les radars et les intercepteurs sont déjà occupés ailleurs.
Pour les militaires iraniens, cette stratégie représente l'essence même de la guerre asymétrique. Utiliser des armes relativement peu coûteuses, mais intelligemment combinées pour neutraliser des systèmes militaires extrêmement chers. C'est ça en fait. Et ça marche. Cette stratégie a fonctionné. Les autorités iraniennes affirment que les drones ont frappé en premier, suivis par les missiles. C'est là que l'attaque a provoqué les incendies sur le pont du vol du porte-avions et forcé le groupe aéronaval à battre en retraite, à fuir la zone de combat parce que ça devenait trop risqué. La réaction iranienne a été immédiate et spectaculaire parce que les porte-paroles du corps des gardiens de la révolution ont annoncé le succès de l'opération en direct à la télévision d'État, affirmant que les drones navals avaient frappé le porte-avions américain. Ils ont ensuite déclaré que le groupe aéronaval entier avait été contraint de se replier de plus de 1000 km vers le sud-ouest de l'océan Indien, comme j'expliquais. Le message était clair et destiné autant au public iranien qu'au reste du monde. Aucun navire américain n'est intouchable. Le moral dans le pays est extrêmement élevé parce qu'il y a de nombreux analystes iraniens qui parlent même de la fin du mythe de l'invincibilité américaine. Oui, ça arrive jusque-là. Mais de l'autre côté, la réaction américaine est totalement différente. Au départ, d'abord, ils n'ont pas parlé. Il y a eu un silence presque complet sur le sujet. Puis, le commandement central américain, le CENTCOM, a publié un démenti catégorique. Les autorités américaines affirment que les missiles iraniens n'ont même pas approché le porte-avions et qu'aucun impact n'a eu lieu. Bien sûr, vous avez reculé pour rien. Ils veulent tenter en fait de contrer la narration iranienne. Le Pentagone a donc diffusé le 7 mars des photographies montrant le USS Abraham Lincoln en mer d'Arabie avec des opérations aériennes présentées comme normales. Mais ces images ne fournissent aucun détail technique, aucun bilan précis et aucune explication sur les événements des jours précédents. Aucune, vraiment. On ne peut même pas savoir si ces images proviennent réellement du 7 mars ou du jour d'avant. Ça peut être de vieilles images qu'ils réutilisent. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis refusent d'en parler ouvertement? La réponse est toute simple. Parce que reconnaître qu'un porte-avions américain a été touché par des drones et des missiles iraniens. En plus, ces drones et missiles ont provoqué des conséquences jusqu'à brûler le pont et détruire certains avions ou gravement les endommager. Ça aura des conséquences géopolitiques gigantesques. Il faut qu'on comprenne bien ce que représente un porte-avions américain dans la stratégie militaire des États-Unis. Un navire comme un USS Abraham Lincoln, ce n'est pas seulement un bâtiment de guerre, c'est un symbole de puissance en fait. Un porte-avions nucléaire de cette classe, Nimitz, représente à lui seul plusieurs milliards de dollars d'investissement militaire et une terreur terrible pour les adversaires de Washington. Dans la doctrine américaine, les groupes aéronavals sont conçus pour projeter la puissance américaine n'importe où dans le monde. Et il permet de frapper un pays sans avoir besoin de base militaire locale. C'est en fait une base militaire qui se déplace. Voilà, et cette idée-là en tête. C'est l'un des instruments principaux de l'hégémonie militaire américaine depuis la fin de la Seconde Guerre tribale. Donc reconnaître publiquement qu'un tel navire peut être touché ou contraint de reculer par la force des drones. On parle même en plus des drones qui coûtent relativement moins cher. Et des missiles côtiers, ça change profondément la perception de la puissance américaine, je vous assure. La première conséquence, c'est la crédibilité militaire des États-Unis qui sera immédiatement fragilisée auprès de leurs alliés. Parce que des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël ou encore les États européens, ils comptent largement sur la protection militaire américaine. Si l'image d'invincibilité des porte-avions est brisée, ça va provoquer un doute chez les partenaires des États-Unis. La deuxième conséquence, c'est l'impact stratégique sur les autres grandes puissances. Parce que si l'Iran démontre qu'un porte-avions peut être menacé près de ses côtes, la Chine et la Russie vont dire « Ha, 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 ha ». Voilà l'exemple qu'on attendait pour soutenir plusieurs stratégies militaires du même genre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'admettre aussi facilement. En tout cas, cette mini-victoire de l'Iran entre dans l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve très rapidement.